Bien le bonjour et bienvenue sur cet espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net qui essaie de démontrer que notre évolution, que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Dans cette ultime perfection, il y a la fraternité, la paix universelle, la perfection technique et la perfection sociale, la perfection écologique. Donc le fait de ne plus être ni un loup pour l'homme, ni un loup pour la nature, ni un loup pour les autres espèces, ni un danger pour nous-mêmes. Bref, sortir de cette évolution inconsciente que nous réalisons depuis que nous nous sommes séparés des autres primates, mais que nous réalisons avec toutes les qualités et les défauts des évolutions inconscientes, c'est-à-dire en opposition les uns des autres, en confrontation, en antagonisme, en violence, en domination, en utilisant les principes de nos origines lorsque nous étions primates. Dominant, dominé, un dominant qui thésaurise les privilèges et des dominés qui essaient de le remplacer ou éventuellement de le faire évoluer, de faire évoluer sa mentalité. Et donc aujourd'hui, nous sommes devant ce cas de figure encore. Hein, on est toujours dans cette évolution inconsciente, mais à mon sens, nous sommes très proches du moment où nous prendrons conscience de cette évolution. Et donc, au lieu d'évoluer de façon antagoniste, si on prend conscience que notre but, que notre but, que le but que nous poursuivons de façon inconsciente depuis nos origines est d'atteindre un état de sérénité, de sagesse, voilà, de paix universelle, par exemple, admettons, qu'on prend conscience de cette vision-là, eh bien, l'ensemble des dominants actuels se rangeront à cette idée, évidemment, puisque, en plus, nous avons déjà construit les structures pour fonctionner universellement. L'ONU, l'OMS, l'OMC, etc. Il suffit d'abord que l'ensemble des nations lui fassent allégeance et de travailler à ce que l'ONU, par exemple, soit absolument juste envers chacun de ses enfants, c'est-à-dire chaque groupe humain qui compose l'humanité. L'ONU doit les choyer de la même manière, pas en privilégier un sur l'autre, etc. Comme un bon père, comme un vrai père des nations qu'il doit être. Voilà. Donc je prends appui sur des ouvrages de temps en temps, et là sur celui-ci de René-Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations, c'est l'évolution du concept d'humanité au sein de l'humanité, justement, à travers l'histoire et l'évolution du droit universel, etc. Et voilà. Donc, je reprends la lecture où je l'ai abandonnée, c'est-à-dire ici, le repli. Voilà. Donc, c'est après la Révolution française. La Révolution française, en fait, se voulait universaliste et voulait répandre sur l'ensemble du monde sa vision universelle, universaliste de protection de chaque nation, de chaque peuple, que chacun doit être libre, personne ne doit vivre sous l'oppression de qui que ce soit, etc. Et donc il se voulait un petit peu le générateur et le guide de cette évolution. Sauf que ce n'était pas un guide très juste, comme tout, tout système national qui voudrait se donner comme modèle universellement ne peut pas être juste, puisqu'il poursuit, lui, des buts égoïstes. Voilà, c'est ce qui se passe avec aujourd'hui les États-Unis, qui sont les leaders.
quand ils se disent, quand ils se proposent d'être le gendarme du monde, ce qu'ils ont fait pendant 30 ans, on voit qu'en réalité, ils ont de fait été injustes, mais ce n'est pas leur faute, hein, c'est juste parce que ils doivent poursuivre des buts. Ils ne peuvent pas être altruistes. Une nation ne peut pas être altruiste. Elle est obligée de travailler pour sa nation d'abord, sinon elle est harcelée par son peuple. Son peuple ne pourrait pas le comprendre. Donc les États-Unis comme gendarmes du monde auraient été valables s'ils avaient eu une éthique totalement universelle, qui ne privilégie pas les Américains sur les Irakiens ou sur les... Voilà, qu'ils aient la même bienveillance envers chaque être humain de ce monde. Bon, le repli maintenant. Donc cet envol de la liberté, de la France, hein, qui voulait après la Révolution, qui voulait se répandre, cet envol de la liberté sera brisé à Sedan, étouffé, cet épanouissement qui semblait constant du nous autres dans le nous tous. Ah, voilà, c'était ça l'idée. La conscience révulsée par la défaite, les hommes de la gauche républicaine, pacifiste et universaliste, sous le Second Empire, se réveillent patriotes et chauvins en 1872. Ah, voilà, donc Sedan, ça devait être une défaite. Alors, je ne connais pas assez mon histoire, malheureusement. J'espère que vous êtes beaucoup plus compétent que moi là-dessus. Mais donc, la France a dû partir a dû vouloir répandre les idées de la Révolution sur l'ensemble de la planète, et elle a été arrêtée, et ça a fait refluer cette idée d'universalité vers un patriotisme et un nationalisme plus important. De tous ceux qui avaient une vision universaliste, se sont repliés sur soi, et on retrouve cette chose-là avec le fait que la gauche, par exemple, le Parti communisme, Parti communiste, pardon, après la chute du mur de Berlin, justement quand René Jean Dupuy a écrit cet ouvrage, c'était en 91, donc en plein moment de déstructuration de l'URSS, quand l'URSS est tombée, quand le communisme est tombé, eh bien le dépit que ça a mis dans dans chaque village, il y avait un petit parti communiste, dans chaque ville, il y avait un parti communiste qui s'occupait de faire du tissu social, d'aider les plus défavorisés à travers le secours populaire, etc. Se sont retrouvés complètement anéantis, et d'où le départ d'une partie de ces êtres humains vers le nationalisme, vers une idée qui était totalement opposée en fait à l'idée d'universalité que répandaient le communisme et l'URSS. Et c'est vraiment c'est assez incroyable comme les moments de l'évolution de l'humanité. Bon, ça sera dépassé, hein. Le moment que nous sommes en train de vivre, ce retour au nationalisme sera dépassé, évidemment, et on ira vers cette universalité. Mais bon, il y a des moments de repli, comme dans toute progression, voilà, il y a des régressions dans l'évolution d'un être humain. Il y a un moment, voilà, l'enfant doit faire sa régression, l'adolescent doit faire sa régression, etc. Sully Prudhomme, alors, Sully Prudhomme dit son remords. Je m'écriai avec Schiller, je suis citoyen du monde, de mes tendresses détournées, je me suis enfin repenti. Ces tendresses, je les ramène étroitement sur mon pays, sur les hommes que j'ai trahis par amour de l'espèce humaine. Voilà, il y a
c'est extraordinaire. Je m'écriais avec Schiller, je suis citoyen du monde. De mes tendresses détournées, je me suis enfin repenti. Ces tendresses, je les ramène étroitement sur mon pays, sur les hommes que j'ai trahis par amour de l'espèce humaine. Il a tout dit. Elle est magnifique, cette phrase. Oh là là, Sully Prudhomme, formidable. À travers les débris de rêves écroulés, nul ne peut s'évader de la commune épreuve. Alors, pour 44 ans, le nationalisme va s'enfermer dans ses murailles. Si les regards montent au rempart, c'est pour contempler la ligne bleue des Vosges. C'est ce qui a amené donc 14-18 en somme. Mais le souci premier de ceux que travaillent la haine et la vengeance est d'ordre intérieur. Il faut donner au pays les principes qui se prêtent le mieux à les assouvir un jour. Du délire paroxysmique de Déroulède aux analyses positivistes de Maurras, en passant par l'appel de Barrès à l'énergie nationale, retrouvée dans la tradition ressurgie de la terre et des morts. Voilà comment les mouvements passent d'un moment de foi au progrès universel vers l'universalité à un repli vers la haine d'autrui, le nationalisme, etc., la paranoïa de l'autre et finalement le déclenchement de la guerre 14-18. Conscient du coup porté au crédit de la monarchie par l'extinction de la branche légitime, Maurras a voulu la restaurer par le nationalisme que la gauche, qui en avait le dépôt depuis la Révolution, commençait à abandonner, ralliée par le socialisme au pacifisme et à l'internationalisme. Voilà, tout est expliqué, hein, tout est dit là. Le nationalisme intégral professe l'exclusivisme. C'est ça le problème. C'est que plus on rentre dans le nationalisme, si ce n'est pas un nationalisme folklorique qui apprécie la nation voisine, qui montre sa spécificité. Nous, Français, nous avons ses qualités et nous avons ses défauts. Vous, Allemands, vous avez ses qualités, ses défauts. Vous, Italiens, vous avez ses qualités, ses défauts. Vous, Bangladais, vous avez ses qualités, ses défauts, etc., etc. Si c'est un nationalisme comme ça, c'est parfait. Mais si c'est, globalement, un nationalisme, il a besoin d'un bouc émissaire. Et on le voit actuellement. Voilà, là, pour l'instant, le bouc émissaire, il est musulman. Donc, il a pour formule la France seule. Alors, le nationalisme intégral professe l'exclusivisme. Il a pour formule la France seule, America First, voilà, c'est ça. L'évocation d'une confraternité des nations latines par le poète provençal fait plus de place à l'esthétique qu'à la politique. En revanche, il concentre celle-ci dans la démonstration logique de la supériorité du régime monarchique face à la décadence de la France qu'il impute à la démocratie. Voilà l'appel au monarchisme, Napoléon III, etc., etc. Ce retour, en fait, on évolue beaucoup par réaction. Et ce sont des pathologies que l'humanité devra dépasser. Jalousie, réaction, etc. Toutes ces façons de se comporter et qui sont inhérentes à notre origine, hein, primate. Donc, on doit les dépasser. Elles seront dépassées, hein, mais c'est clair que c'est elles qui prennent le dessus dans les moments de recul, de régression, comme on est en train d'en vivre une d'ailleurs. Donc,
Plus proche de Fichte que d'Auguste Comte, Barrès, rebuté par le système intellectuel de Maurras, veut retrouver la substance nationale et, dans ses livres, entend diffuser une éducation qui redonne à ses compatriotes, les Allemands donc, les valeurs issues de leurs enracinements. De cet héritage, il ne peut expulser la République. Il souhaite qu'elle soit forte. Donc pour Fichte, la République est fondamentale. Alors que pour Maurras et pour Barrès, on devait repartir vers la monarchie. Il souhaite qu'elle soit forte. On a pu dire que la République de Barrès trouvera son incarnation dans la République gaulienne. Ah, alors peut-être que Barrès, non, c'est pas ce qu'il... Peut-être je me suis trompé sur Barrès et sur Maurras. Hein. Ils n'étaient pas forcément pour un retour aristocratique. Voilà. Mais s'il accepte aussi la Révolution comme une des composantes de l'identité française, il n'en retient pas les ferveurs messianiques. Alors, c'est là où peut-être que Barrès, parce qu'on ne sait pas, ça c'est les historiens pourraient le dire, et ils ont sans doute tous les moyens de dire ça. De quoi le gaullisme, de quoi De Gaulle a été, comment on pourrait dire, imprimé. Est-ce que Barrès a été des fondements? Est-ce que la philosophie de Barrès ou de Maurras, voilà, a influé sa vision de la nation, du rôle de la nation dans le monde, etc., du monde dans sa globalité? Parce qu'en tout cas, ça a été quand même un des présidents les plus importants pour la France. Le temps ne paraît guère s'y prêter aux ferveurs messianiques de la Révolution française. Et là, on voit bien que le néolibéralisme a essayé d'anéantir l'idée de révolution. Toute révolution qui serait en quête de progrès, en fait, le néolibéralisme, quand il a vaincu le communisme, il est rentré dans une toute-puissance. Il ne voulait plus entendre parler ni des valeurs communistes, ni des valeurs socialistes, ni des valeurs marxistes, ni des valeurs progressistes, ni des valeurs spirituelles, ni etc., etc. Ni révolutionnaires, ni... Donc, il a essayé, le néolibéralisme, de nous faire détester mai 68, de nous faire détester la Révolution française, etc. Et sans y parvenir, parce que les grandes valeurs ne bougent pas, évidemment. Il y a eu des choses condamnables dans la Révolution, évidemment. Mais... Et cependant, dans la même recherche de la continuité nationale, Péguy, que Barrès admire, retrouve la conviction que la France n'est elle-même que missionnaire et qu'elle ne sépare jamais la guerre de la croisade. Et je pense que De Gaulle a dû être influencé par Péguy. Sauf que le missionnaire c'était un guerrier qui avait vécu la guerre, donc qui savait ce que c'était que la guerre, et donc qui ne voulait pas la guerre. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'en fait, son messianisme, il n'a pas été guerrier en réalité. Il a été, d'ailleurs, il a arrêté toutes les guerres qui pointaient, qui étaient là. Voilà, la guerre d'Algérie, la guerre. Il a compris que c'était pas que c'était pas la vocation, que le monde était passé à autre chose. C'est ce que les États-Unis doivent comprendre aujourd'hui. Donc, mais reprenant le grand mouvement du messianisme républicain, il lui donne un timbre qui n'est qu'à lui, originalité d'une vision pour qui Jeanne d'Arc est tout à la fois l'incarnation du mythe libérateur et d'une tradition qui, de la France royale, se prolonge dans la République. La 4e
dynastie. Oh, je ne connais pas tout ça. Ce double lignage fait de lui le compagnon de Jeanne et le fantassin de la Révolution. L'un comme l'autre bannissent l'idée de reddition. Péguy, c'était ça alors. Celui qui ne rend pas une place peut être tant républicain qu'il voudra, et tant laïque qu'il voudra. J'accorde même qu'il soit libre penseur, il n'en sera pas moins petit cousin de Jeanne d'Arc. Et celui qui rend une place ne sera jamais qu'un salaud, quand même il serait marguillier de sa paroisse. Ah ben voilà comment pensait Péguy. Mais la patrie de Péguy n'est pas close sur elle-même. La France a reçu pour mission la défense de la chrétienté et celle des droits de l'homme. La France n'est pas seulement la fille aînée de l'Église, elle a aussi dans le laïque une sorte de vocation parallèle, singulière. Elle est indéniablement une sorte de patronne et de témoin, et souvent une martyre de la liberté dans le monde. Et c'est là où la France, elle doit aussi évoluer à l'universalisme. Maintenant, elle n'est pas que chrétienne, elle est juive, elle est musulmane, elle est bouddhiste, elle est hindouiste, elle est animiste, etc., etc. Et si elle arrivait à prendre ce tournant, sans perdre de vue sa belle vocation chrétienne. Le christianisme a des choses vraiment intéressantes à proposer à l'humanité, c'est clair, mais dans le respect et dans le soutien des autres spiritualités, sans faire de sa différence l'objet d'un différent. C'est ce que j'ai écrit. Dans le laïque, et peut-être dans une autre forme de sacré, dans le civique, il est indéniable qu'elle a la garde de cette liberté qui est la condition même de la grâce. C'est clair qu'elle a aussi dans le civique, le civique, mais on pourrait dire l'humaniste par exemple. Elle a une vocation humaniste, elle a une vocation universaliste, la France, si elle accepte de s'ouvrir à une philosophie universaliste. Elle a des... Voilà, malheureusement... Et pourtant, les chefs d'État qui se succèdent incarnent directement, dès qu'ils rentrent dans la fonction, ils ont cette conscience universelle. Mais comme ils ont des caractères qui sont parfois narcissiques, ils se comportent mal, ils parlent mal, mais ils sont fondamentalement universalistes. Mais leur narcissisme est un problème, parce que le narcissisme transpire d'un être humain. Il y a du mépris d'autrui, il y a une sorte de... voilà, il y a des valeurs qui ne sont pas... Bon, bref. Mission d'ordre spirituel. Mais le premier devoir étant celui de l'incarnation, la France doit se donner les moyens matériels de l'assumer. Le spirituel couche dans le lit de camp du temporel. Ben oui, ça je suis tout à fait d'accord. Car sa survie est nécessaire au monde. La survie du spirituel, bien entendu. Que cette chrétienté croisse en humanité. Mais c'est le spirituel dans sa totalité. Et aujourd'hui, ce n'est pas la chrétienté qui le soutient. C'est plutôt justement l'islam qui essaye de faire vivre la spiritualité, malgré tout. Alors voilà, il y a eu un pan qui le fait vivre de la pire des façons, c'est-à-dire par la façon criminelle, mais que le christianisme a connu, que le judaïsme a connu, que le bouddhisme a connu, etc. Voilà, donc, mais par contre, globalement, la communauté musulmane fait vivre la spiritualité actuellement. C'est elle qui résiste contre les atteintes du matérialisme, contre les attaques forcenées du matérialisme, qui voudraient qu'on doit s'habiller comme ça, on doit faire comme ça, on doit...
agir comme ça, on doit jouir de la vie comme ça, on doit consommer comme ça, on doit s'amuser comme ça, on doit... Voilà. Toutes les valeurs que le marché a mis en œuvre, là, elles sont toutes fausses, toutes. Elles n'ont pas de soutien, on ne peut pas s'épanouir derrière ces valeurs-là, on ne peut pas être heureux. C'est pas, on peut jouir de la vie à certains moments, etc. Mais on est devant l'absurde. Elle renvoie à l'absurde. Le messianisme a pris un nouvel essor avec la Révolution d'octobre. Certes, les socialistes n'ont pas de patrie, mais la formule ne vise que les patries bourgeoises telles qu'elles s'affrontent dans la guerre de 1914. Voilà, la sortie de 14, il y a 1917, la révolution d'octobre en Russie. Et donc on repart dans une vision universaliste. Et donc l'universalisme, il a toujours été là, sauf qu'à des moments, eh ben, il doit repartir, il doit s'arrêter, il se met en recul et c'est le nationalisme qui passe. Et puis l'idée d'universalité revient. Et là, on a vu les 30 années qui sont passées avec la mondialisation. Il y avait cette vision universelle, et là on revient à du nationalisme. C'est plus du nationalisme, c'est du continental ou Occident contre pays émergents. Voilà, on est en train de repartir dans quelque chose qui nous refait perdre de vue l'idée d'universalité. Mais l'idée d'universalité est là, et la mécanique universelle en est la preuve. Tout en fleurissant, en flétrissant le ralliement des travailleurs à la mobilisation nationale et ceux qui les ont entraînés dans une mystification, Lénine reconnaît. Donc là, on voit bien que je pense que René Jean Dupuy était déçu de ce qui s'était passé, de cet échec du communisme. Échec dû en grande partie par sa surdité, par les coups de butoir du capitalisme, évidemment, mais par la surdité du communisme aussi. Et donc, on sent qu'il est déçu. C'est ma perception. Donc, Lénine reconnaît les socialistes, à moins de cesser d'être socialistes, ne peuvent être contre toute guerre. Parce qu'il pensait que la guerre était une façon de gagner à l'universalité, comme beaucoup. Et c'est ce que pensent les Américains. Le capitalisme pense la même chose. Il pense que une fois que tout le monde sera libéral, ultra-libéral, il n'y a plus de guerre. Bon, voilà. Et donc, il fait des guerres pour rendre tout le monde libéral. Pareil que les communistes faisaient des guerres pour rendre tout le monde socialiste. Or, il pressent qu'on ne peut s'engager dans la guerre sur une base purement idéologique. Dès lors que le socialisme ne peut triompher dans tous les pays à la fois, celui dans lequel il se sera établi aura à supporter les assauts des États capitalistes. Il avait compris, c'est exactement ce qui s'est passé. Et l'attachement à la nation socialiste a pour devoir d'inciter les autres peuples à se libérer. Donc, ils ont dû faire un propre nationalisme aussi. Et malheureusement, voilà, on se retrouve, le communisme a dû faire sa propre... il fallait soutenir l'URSS, même si c'était l'ensemble des nations, un ensemble de nations. Ces thèmes passeront chez Mao, qui, reprenant à son compte la théologie de la guerre juste, l'appliquera aux guerres de libération nationale. La décolonisation devait être l'occasion de leur explosion. De Castro à Boumedienne, le charisme du tiers-monde se grise d'un nationalisme libérateur de son peuple et des autres. Et voilà, il fallait aussi passer par la période nationaliste pour se libérer de la colonisation. Donc même si la colonisation voulait unifier peut-être les idéologues, je parle, les idéologues pacifistes voulaient unifier tous les peuples autour d'une grande nation, etc.,
eh bien, leurs abus a conduit à l'explosion de tout cela et donc à un retour au nationalisme. Chaque pays reprenait sa nation, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Gabon, le Congo, etc., etc. Fidel, après les velléités de Perón, tentait d'effacer de la mémoire latino-américaine l'imagerie de libertadores pittoresques et dérisoires, souvent odieux et ridicules, complices du latifundisme local ou de l'impérialisme yanqui, et d'offrir le modèle du chef nationaliste prophète d'un socialisme à diffusion continentale. Dénonçant les nationalistes affadis dans la torpeur des idéologies bourgeoises, le radicalisme cubain appelait la jeunesse à gagner la Sierra, refuge de l'héroïsme, lieu d'élection où se préparent les descentes irrésistibles sur les capitales corrompues. Ce mythe avait un nom, le fidélisme, un héros, le Che, assassiné par la trahison livrée à la répression par des paysans qui ne comprenaient pas qu'il voulut les libérer. Son portrait affiché sur les murs des campus. Donc là, je sens toute l'âme de René Jean Dupuy que je trouve magistrale et bienveillante et universaliste, à la hauteur de ce qu'il écrit et du travail qu'il a fourni, qu'il a offert à l'humanité. Qu'il en soit remercié. Son portrait affiché sur les murs des campus décrétait la mobilisation générale des jeunesses du monde, celle de l'Occident, repue de gadgets subtils et superflus, s'imagineront y répondre en 1968. Et les années hippies, c'était ça, c'était la lutte contre le capitalisme. Et le capitalisme l'a vaincu. Voilà. Les années 70, c'était peace and love, c'était l'amour qui devait passer au pouvoir, plus de ségrégation, les hommes, voilà, chacun faisait ce qu'il voulait, la liberté, mais en même temps la solidarité, etc., etc. Et puis le refus de la guerre et le refus de l'impérialisme. Il y avait une lutte contre tous ces mouvements. Et quand le communisme est tombé, eh bien, les bourrins ont repris le pouvoir. Les dominants, on s'est retrouvés avec les Berlusconi et compagnie. Et puis les musculaires, quoi. Alors on était passé d'un système qui allait vers l'anti-machisme et on est revenu dans un machisme assez incroyable. Bon, au vrai, la jeunesse était invitée à haïr l'Amérique, enviée des pauvres et tenue par les riches pour responsables de leur aliénation. Les vagues du nationalisme révolutionnaire venaient frapper au rivage des nations nanties aux ferveurs éteintes. Ben oui, et il y a cette anti-Amérique primaire qui existe. Mais l'Amérique doit être critiquée, c'est légitime. Et en plus, tout en sachant qu'elle apporte des choses considérables pour l'universalité, qu'elle a les deux versions, comme tout le monde, comme tous les pays du monde. Elle n'est pas uniforme, c'est pas l'oppression. Il y a effectivement quelque chose qu'on doit dépasser, c'est-à-dire les faucons, la toute-puissance des faucons. Il faut qu'elle soit dépassée, et elle sera dépassée, c'est qu'une question de temps. Voilà, là, il commence à recevoir les premiers coups de boutoir pour déstabiliser cette toute-puissance. Voilà, merci de votre écoute, et puis je vous dis à très bientôt, mes chers amis. Et n'oubliez pas de soutenir le site par tous les moyens qui sont à vos dispositions. Merci.